Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à la virtualisation. Toutes les vidéos sont disponibles sur le site Apprendre une chose chaque jour ou à partir de mon blog ou sur Twitter, etc. Alors, la virtualisation, qu'est-ce que c'est? C'est de manière simple, c'est faire tourner une machine qui va s'appeler l'invité ou le guest à partir d'une machine qu'on appelle lot ou lost. C'est pas une émulation d'operating system comme Wine. Là, on va quand même installer un vrai système d'exploitation au sein d'une machine qui en possède déjà un autre. Et c'est pour ça que si vous installez des OS qui nécessitent une licence, il faudra avoir la licence qui va bien. Alors avec Ubuntu, vous pouvez installer autant de machines virtuelles que vous voulez, de type Linux, Red Hat, Ubuntu, Mint, etc. Si vous l'installez du Windows sur une Ubuntu, il faudra avoir la licence Windows qui va bien. Ainsi, on va avoir une machine physique, votre serveur, qui va héberger des machines qui n'ont pas de carte réseau ou de disque, qui sont virtuelles. Mais elles vont se comporter comme si c'était des machines physiques. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que lorsqu'on veut faire des vidéos comme on fait là, des screencasts, c'est intéressant de pouvoir répéter ce qu'on va dire ou les manipulations, et pour faire ça, plutôt que chaque fois installer, désinstaller, utiliser des machines virtuelles. C'est pour ça que je vous présente ça aujourd'hui. Pour commencer à faire la virtualisation, il faut un petit peu regarder sur le net les différentes solutions qui existent. Alors je vous ai listé les principales que je connais un petit peu. Donc c'est la VirtualBox d'Oracle. Il y a VMware qui est très présent sur tout ce qui est cloud. Il y a KVM qui est plus un projet Red Hat. Il y a Xen. Il y a aussi quelque chose de nouveau qui s'appelle les conteneurs, ou le projet LXC. Alors c'est différent des vraies virtualisations parce qu'en fait, quand on virtualise, on installe des systèmes d'exploitation sur une machine. Là, on va mutualiser le système d'exploitation. Donc c'est une solution qui est peut-être plus à venir parce qu'on va économiser des ressources. C'est intéressant lorsqu'on veut virtualiser toujours les mêmes machines et mêmes OS. Donc, ce qu'il faut retenir sur la virtualisation, c'est avant tout une isolation. On va lancer une machine au sein d'une autre machine, on va isoler. On va faire un cloisonnement de machines. Pour commencer avec la virtualisation, j'ai choisi VirtualBox, qui est un peu, pour moi, le produit le plus simple à gérer. Alors, il vous faudra une console d'administration pour administrer vos machines virtuelles. Alors des fois on appelle ça un hyperviseur, enfin ça peut regrouper plusieurs notions. Alors pour installer VirtualBox, il suffit de récupérer le paquet sur le site et l'installation ne pose pas de difficulté. Ce qu'il faut, c'est avoir une machine qui a du disque, mais aussi de la mémoire, parce que chaque fois que vous allez lancer une machine virtuelle, vous allez prélever de la ressource. Mais sur cette nouvelle machine, j'ai pas mal de mémoire centrale. Donc après, il suffit de créer chaque fois. Ici, vous avez une nouvelle machine virtuelle. Et là, bienvenue à l'assistant création. Donc voilà, le nom. Là, vous choisissez le système d'exploitation, mais je dirais que c'est uniquement un peu à titre d'information. Là, on règle la quantité de mémoire qu'on veut attribuer à la machine. Alors, il faut au moins avoir 1 giga à lui donner. Créer un nouveau disque dur. Donc ça va vraiment se comporter comme si on installait une nouvelle machine. Là, je ne modifie pas de réglage, c'est tout standard. Il faut indiquer à quel endroit on installe les ressources nécessaires à la machine virtuelle. Voilà, donc là c'est créé, c'est bon. Elle est éteinte. Alors quand on va la démarrer la première fois, il faudra lui dire, il faudra lui mettre un CD en fait. C'est comme lui mettez un CD ou un disque d'installation, un ISO, pour dire voilà, c'est le disque d'installation, commence l'installation de mon Ubuntu. Alors
ou récupérer l'ISO, vous récupérez un ISO Ubuntu comme vous le feriez pour installer sur une machine physique. Il y a aussi un raccourci qui permet d'utiliser une machine virtuelle déjà préparée, déjà installée, qu'on peut récupérer sur le site de VirtualBox. Donc il y a plusieurs images, c'est pareil, il faut des OS libres de droit. Sinon, il faut installer, par exemple, pour Seven, il faut avoir les CD d'installation Seven et la licence qui va avec. Alors, je vais revenir sur l'explication de à quoi peut servir une machine virtuelle pour des vidéos comme on fait là, comme on fait actuellement. Donc lorsque j'essaie d'installer par exemple Sinatra ou un module Node, donc j'installe une fois sur la machine, et si je veux après faire un screen de ce que j'ai fait, il faut que je désinstalle, que je remette en état ma machine et que je filme l'installation. Alors pour éviter ces désagréments d'installation désinstallation, j'utilise maintenant des machines virtuelles. Donc je fais l'installation sur machine virtuelle. Si ça fonctionne, je crée une deuxième machine virtuelle et je refais la même installation que cette fois-ci qui sera filmée. Alors pour éviter chaque fois d'installer et désinstaller Ubuntu sur une machine virtuelle, je fais ce que j'appelle un clone de ma machine virtuelle. Donc j'ai une machine virtuelle qui est comme j'appelle dans un état initial, qui contient donc le Ubuntu, qui contient donc Node.js et NPM pour gérer les paquets Node, et qui contient aussi ensuite RVM qui permet de gérer les différentes versions de Ruby, avec Sinatra et Rails installés. Donc c'est toujours la même machine virtuelle que j'utilise, je fais mon installation dessus, quand c'est terminé je jette la machine virtuelle, et je récupère l'état initial, le clone, qui est un modèle, et je filme cette fois-ci la manipulation. Donc pour moi je trouve que c'est très intéressant parce qu'en plus ça permet de s'amuser avec des machines virtuelles, de voir un peu comment ça marche et d'installer d'autres distributions sur sa machine. Bon, pour ça je répète, il faut avoir une machine qui est capable d'avoir 2 ou 3 machines virtuelles qui fonctionnent en même temps, donc il faut avoir au moins une machine de 4 Go et une machine virtuelle utilisant du disque, il faut avoir un espace disque libre susceptible d'accueillir ça. Je vais à présent démarrer une machine virtuelle. Donc là c'est comme si vous allumiez une machine. Donc il faut le temps de chargement. Sur la fenêtre de la machine virtuelle, il y a une série d'icônes qui montrent l'état du matériel virtuel. Donc voilà, la machine est démarrée. Au niveau du réseau, ici, on voit que, alors que je suis en Wi-Fi sur la machine principale, ici c'est comme si je passais par une carte réseau reliée par un câble. En fait, ça émule le matériel, et donc ça va émuler une carte réseau. Et donc là, je peux me connecter à Internet en utilisant ma connexion Wi-Fi de la machine hôte. Voilà. Pour éteindre la machine virtuelle, on l'éteint comme si on avait une vraie machine de manière propre. Éteindre. Voilà. Il nous reste à voir 2 points particuliers. Le premier concerne le partage de fichiers entre la machine hôte et la machine invitée. Et le deuxième point sera la partie réseau. Comment mettre tout ça en réseau et que les machines communiquent entre elles. Concernant le partage de fichiers, la première chose qu'il faut faire, c'est lancer la machine virtuelle et récupérer des programmes complémentaires. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai lancé ici ma machine virtuelle Ubuntu, donc qui est derrière en fond d'écran.
Donc il faut aller, donc je vais réduire cette fenêtre là, il faut aller en haut à gauche, chercher un onglet qui s'appelle paramètres, périphérique, et dans périphérique vous avez installé les additions invitées. Donc sur la machine virtuelle il faut faire ça, et ainsi ça va permettre de pouvoir partager les fichiers et les clés USB. Donc on fait ça, il vous demande de récupérer un ISO ou d'aller le chercher sur le net. Donc une fois que vous avez fait cette installation là, vous allez pouvoir partager des fichiers. Donc sur votre console d'administration, pour une machine virtuelle donnée, vous allez cliquer sur dossier partagé. Et là vous pouvez ajouter des dossiers partagés. Donc il faudra choisir quel est le dossier que vous voulez partager. Donc là on va prendre par exemple celui-ci. Ici ça va être le nom du dossier tel que vous voulez qu'il apparaisse dans le partage. Ici on indique si on veut en lecture seule ou en montage automatique. Et voilà, donc c'est fait. Donc ce dossier là pourra être monté sous la machine virtuelle sur laquelle vous l'avez rattaché. Donc par exemple ici sur machine 7, j'ai aussi partagé donc ce fichier là. Alors partager des fichiers, ça permet par exemple de faire un petit programme sur une machine et de pouvoir l'exporter vers une autre machine sans passer par un serveur FTP ou du net. Ça permet aussi de partager mettre des choses sur des clés USB. Donc voilà pour le partage de fichiers. Après il faudra peut-être monter le partage dans l'arborescence. Ça c'est de l'administration Linux standard. Après le partage de fichiers, on va voir la partie réseau. Donc on va voir dans la console quelles sont les différentes options réseau qu'on peut avoir. Et on terminera par le forwarding de port qui permet en fait d'accéder sur un serveur web qui est installé sur une machine invitée, donc sur une machine virtuelle, depuis la machine hôte. Et elle c'est intéressante, soit on clique par là ou dans configuration réseau. Donc par défaut ça crée un système de NAT, donc Network Address Translation. À savoir c'est votre machine invitée, votre machine virtuelle, accédera aux connexions réseau de votre machine hôte. Par contre, elle ne pourra pas être atteinte ni par l'hôte, ni par d'autres personnes sur le réseau. Donc c'est le mode normal, et c'est celui que j'utilise moi. Les choix qu'on a de configuration réseau, c'est accès par pont. Dans ce cas-là, la machine invitée, virtuelle, va partager, va vraiment être vue comme pouvoir accéder à la carte réseau de la machine hôte. Et donc sera visible. Sinon, on peut avoir le choix d'un réseau interne, lorsqu'on veut faire par exemple une architecture 3 tiers avec une base de données, un serveur applicatif et un serveur web. On peut dédier une machine virtuelle pour chacun de ces composants. Au niveau moi j'utilise le NAT. Alors si on veut que la machine principale, donc la machine hôte, puisse accéder à un serveur web qui est installé sur une machine virtuelle, sur une machine invitée, il faut pour ça faire ce qu'on appelle de la redirection de port, du forwarding de port. Donc c'est un peu comme un SSH. On va indiquer par exemple que sur la machine hôte, le port 2000, localhost 2000, va être forwardé sur la machine invitée qui va écouter sur le port 3000. Donc on va faire je vais faire la manipulation. Donc je suis ici sur ma machine virtuelle. Je vais lancer un serveur web sur cette machine virtuelle là. Donc c'est sur ma machine virtuelle, et donc à lancer un démon qui va écouter sur le port 3000. C'est un serveur Express. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est y accéder par mon navigateur sur machine principale, machine réelle, machine hôte. Je lance un navigateur.
Voilà. Localhost. Donc si je mets sur 3000, ça va pas marcher parce qu'en fait j'ai fait en localhost sur ma machine principale, j'ai rien qui tourne en port 3000. Si je mets en port 2000, par contre, localhost 2000, voilà, j'arrive sur l'Express que j'ai lancé sur ma machine virtuelle sur port 3000, et comme j'ai forwardé mon port localhost principal 2000 sur la distante virtuelle 3000, j'arrive à obtenir la page. Donc ce système de forwarding de port, c'est extrêmement intéressant quand on va faire des essais, presque en réel, je dirais, et ça évite, sans faire trop de manip réseau, d'avoir quelque chose qui fonctionne. Toute la doc de forwarding de port est sur le site de VirtualBox, ou alors simplement sur un forwarding de port SSH, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc voilà, on a terminé. Donc on a vu comment installer une machine virtuelle, comment manipuler une machine virtuelle. Donc c'est très facile et ça permet donc d'avoir plusieurs machines sur une seule machine réelle. Voilà, prochaine vidéo à venir. Au revoir.